Maman, je vais me marier. Ma mère a eu l'air surprise pendant un moment avant de sourire quand je lui ai dit ça. Puis elle m'a doucement serré dans ses bras. C'est génial. Je suis tellement heureuse pour toi. Elle m'a regardé dans les yeux une fois de plus, son visage gonflé de larmes. Je dois en parler à ton père. Elle est ensuite allée à l'endroit où la photo de mon père était exposée. Elle s'est assise devant, et je me suis assise en diagonale derrière elle. Chérie, Sophia va se marier? Avec ça, elle a fixé la photo. J'ai aussi informé mon père de mon mariage. Peut-être que c'était juste mon imagination, mais le sourire sur le visage de mon père sur la photo semblait plus doux que d'habitude. Au fait, Sophia, quel âge as-tu maintenant? Ma mère s'est retournée et m'a demandé, « Allez, j'ai 25 ans. » Je vois, ça fait déjà 10 ans depuis. Mon père est mort d'une maladie quand j'étais en 9e année. Depuis lors, ma mère et moi vivons ensemble. Sophia, merci d'avoir été ma fille jusqu'à présent. Je continuerai à attendre avec impatience de passer du temps avec toi. Ma mère a soudainement dit ça. Bon, je vais devoir préparer le dîner. Et elle est ensuite allée précipitamment à la cuisine. J'avais quelque chose d'important à dire à ma mère ce jour-là, mais elle m'a devancé. J'ai complètement manqué l'occasion parce qu'elle a dit exactement ce que je pensais. Mon père a amené une nouvelle mère dans notre famille quand j'étais en 2e année d'école primaire. Je ne me souviens pas de ma vraie mère. Avant que la nouvelle mère arrive, la mère que je connaissais est une jolie dame sur la photo, souriant en me tenant dans ses bras quand j'étais bébé. Environ 1 an après cette photo, elle est devenue une star. Quand j'étais petite fille, mon père me l'a dit discrètement. Alors, quand mon père m'a présenté ma nouvelle mère un jour, j'étais tellement excitée et nerveuse que je me suis cachée derrière lui et j'ai gigoté. Puis, elle s'est penchée devant moi, a souri et a dit « Sophia, enchantée de te rencontrer. » Ma nouvelle mère s'est très bien occupée de moi. Elle était toujours gentille et parfois stricte. Elle me faisait toujours des collations le soir pour que je ne sois pas seule, car j'étais l'enfant unique de sa famille. J'adorais ses pancakes et ses cookies. J'étais très heureuse de retrouver mon membre de famille préféré en rentrant à la maison, car j'étais une enfant de clé jusqu'à la première année d'école primaire. Chaque jour après les cours, je voulais rentrer chez moi le plus tôt possible. Je rentrais à pied avec des amis qui allaient dans la même direction, mais une fois séparés, je courais le reste du chemin jusqu'à la maison. Ma mère était douée en cuisine et en couture, et lors des journées sportives et des sorties scolaires, j'étais secrètement heureuse que mes amis proches m'envient. Cette personne qui était toujours à mes côtés était la seule mère que j'avais. J'étais toujours à ses côtés, comme pour compenser le temps où je n'avais pas reçu l'attention de ma mère. Vous deux êtes toujours si proches, mon père me disait parfois avec intention, comme s'il était jaloux. C'est parce que j'aime ma mère. Chaque fois que je disais ça, ma mère me souriait gentiment. Mais quand j'étais en fin d'école primaire, j'ai commencé à comprendre vaguement la relation parent-enfant légale. Au début, je supposais seulement que c'était similaire à ma situation. Puis j'ai commencé à me demander ce que ma mère pensait de moi. Je me suis inquiétée de ce qui arriverait si j'avais un frère ou une sœur plus jeune. Elle n'est pas devenue distante, mais je ne restais plus tout le temps à côté de ma mère, la suppliant pour son attention comme avant. Ma mère est venue à l'école le jour de l'observation de classe en école primaire. Puis l'un de mes amis proches a dit quelque chose qui m'a mise très mal à l'aise. « Tu ne ressembles pas beaucoup à ta mère, n'est-ce pas ?» Je savais que mon ami ne voulait pas me blesser de quelque manière que ce soit, mais j'ai été tellement choquée. J'ai réalisé que personne ne me reconnaissait comme l'enfant de ma mère. J'étais déprimée en y pensant. Le jour de l'observation de classe, nous étions en cours de mathématiques, dans lequel j'étais douée, mais je n'ai jamais levé la main. « Tu n'avais pas l'air d'être de bonne humeur aujourd'hui. Est-ce qu'il se passe quelque chose ?» Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, ma mère s'est approchée de moi avec une expression inquiète et m'a servi de sucreries comme d'habitude. Non, c'est rien. C'est tout ce que j'ai pu répondre. Après ça, j'ai voulu plus que jamais savoir ce que ma mère pensait de moi. J'ai pensé à lui demander plusieurs fois, mais je n'ai pas pu car j'avais peur que cela ruine notre relation.
Environ 3 ans plus tard, mon téléphone portable a sonné un soir. J'étudiais pour l'examen d'entrée au collège et mes parents m'avaient enfin acheté un téléphone portable pour les urgences lorsque j'aurais atteint la 9e année. Je ne pouvais pas l'utiliser en classe car c'était contre les règles. Cependant, nous avions le droit d'utiliser nos téléphones portables sur le chemin de l'école. J'ai vérifié l'affichage de mon téléphone et j'ai découvert que ma mère m'appelait. J'ai supposé qu'elle avait programmé son appel pour qu'il coïncide avec la fin des cours. Allô? Au téléphone, elle avait l'air terrifiée. « Nous avons un problème, Zofia. Ton père s'est effondré. » Son bureau m'a informé qu'il avait été emmené à l'hôpital. J'ai foncé à l'hôpital comme ma mère me l'avait demandé. J'étais tellement paniquée que je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après ça. Bonjour. C'était le matin du lendemain des funérailles de mon père. Elle était joyeuse et lumineuse comme d'habitude. J'étais déprimée tout le temps à cause du choc de perdre mon père si soudainement. Elle se forçait probablement à être joyeuse parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Je ne pouvais cependant pas être attentif à ses sentiments. Pendant un moment, après ça, j'ai eu très peu de conversations avec ma mère. Quand elle essayait de me parler, je répondais juste distraitement et les jours passaient. Quand, environ une semaine après la mort de mon père, j'ai causé un incident. C'est tant mieux. Ma mère m'a appelé alors que je me préparais à partir pour l'école pour la première fois depuis longtemps. Pour une raison quelconque, cette phrase banale m'a irritée. Quoi? Tu dis que je ne fais pas de mon mieux? Je fais de mon mieux. Tu n'as pas le droit de me dire ça? Je ne peux toujours pas expliquer pourquoi j'ai dit une chose aussi terrible. Je ne m'adressais pas à elle en tant que ma mère. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Je me souviens encore vivement du visage triste de ma mère à ce moment-là. Pendant un moment après ça, ma mère et moi ne nous sommes plus parlé du tout. Le jour de la conférence, parents-enseignants, pour décider de l'école à fréquenter, nous avons eu notre première conversation depuis longtemps. Si tu travailles un peu plus dur, tu pourras fréquenter une école de niveau supérieur à celle que tu poursuis actuellement. Pourquoi ne pas le coup? Mon professeur principal m'a dit que j'avais envisagé d'aller dans cette école secondaire plusieurs fois. Malgré le fait que c'était une école secondaire publique, elle était à environ 40 minutes en bus et en train de chez moi. Le coût du transport pour aller à l'école serait ridicule. Et je pensais aller dans une école secondaire près de chez moi où je pourrais marcher. Si tu veux y aller, je te soutiendrai. Je vais pas te dire de faire de ton mieux. Va quand tu veux y aller. Maman t'a dit ça? Pendant le dîner ce jour-là. Je savais qu'avec mes capacités académiques à l'époque, j'étais à la limite et il n'y avait aucune garantie que je serais accepté. Si je n'y arrive pas, je devrais aller dans une école privée, ce qui sera plus cher qu'une école publique. Cela imposerait un fardeau financier important sur le budget familial. Même en tant qu'élève de collège, je pensais comprendre la difficulté d'élever un enfant. Tout seul. Étant donné que je ne pouvais jamais échouer, j'ai décidé que je devais aller dans une école secondaire à proximité. Mais l'expression de ma mère était sérieuse alors qu'elle me fixait du regard. Laisse-moi tout donner. J'ai pris ma décision. Après avoir mis beaucoup d'efforts, j'ai été accepté à l'école secondaire de Mebaïf. J'ai aussi pu m'inscrire dans une école d'enseignant. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé en tant que professeur dans une école primaire à proximité. Puis je suis tombée amoureuse de l'homme que j'ai rencontré dans ma deuxième école, et 1 an plus tard, il m'a demandé en mariage. Ma mère et moi étions en train de dîner, comme d'habitude, la veille du mariage. Nous avons notre dernier dîner ensemble, alors pourquoi ne pas boire un verre aujourd'hui? C'est moi qui ai dit ça. Je l'ai dit de manière décontractée, mais elle semblait l'avoir prévu depuis le début. J'ai supposé qu'elle était allée à la cuisine, mais elle est revenue avec quelque chose dans les bras. Ce vin a été fait l'année de ta naissance. Avec cela, elle m'a tendu une bouteille de vin. Je me demandais pourquoi une telle chose avait été préparée. J'ai entendu dire que ton père l'avait acheté le jour de ta naissance. Avec une esprit, avant de l'épouser, ton père voulait que je sache tout sur toi. Alors il m'a parlé de ce qui s'était passé après ta naissance. Bien sûr, il m'a parlé de ta mère biologique. En même temps, il m'a parlé de ce vin.
Il a dit qu'il l'avait acheté pour que toute famille le boive quand il m'arrivait. Je me souviens qu'il l'a dit avec un sourire. Alors buvons-le aujourd'hui avec ton père. Avec cela, cela appartient aux deux de ça. Ensuite, ma mère et moi avons discuté de mon père, de nous deux et de l'homme qui allait m'épouser, etc. Puis, peut-être un peu ivre, elle m'a apporté une petite cassette. Je l'ai reconnue comme venant du répondeur que nous avions dans la maison quand j'étais enfant. Une date était écrite sur la cassette. La date était le jour des funérailles de mon père. Ce jour-là, j'étais nerveuse et inquiète de ce qui allait se passer. Alors j'ai appelé à la maison, depuis la maison funéraire, sachant très bien que personne ne répondrait. Je pensais que ton père écoutait. Je lui ai tout dit, ce qui me passait par la tête. Je crois que cette cassette est la raison pour laquelle j'ai pu travailler si dur jusqu'à présent. Même maintenant, je crois que cette cassette est le lien entre ton père, moi et toi. C'est pourquoi je veux que tu l'écoutes aussi. Ma mère s'est alors levée et est allée dans l'autre pièce pour chercher le vieux répondeur. Puis un peu gênée, elle a appuyé sur le bouton de lecture. Immédiatement, j'ai entendu la voix de ma mère. Cependant, c'était plus un sanglot qu'une voix. Elle a commencé à parler doucement après quelques instants de sanglots. « Chérie, que dois-je faire maintenant? J'ai aucune idée de ce que je dois faire. »« S'il te plaît, dis-moi. J'aurais dû te parler davantage de ce que je devais faire. » Sophia est bien sûr notre précieuse fille, peu importe ce que les autres disent. Je le sais. Mais maintenant que tu es partie, je ne suis pas sûre de pouvoir l'élever correctement toute seule, à partir de maintenant. Mais je sais que si je me plains, tu seras inquiet. Alors j'ai pris ma décision. Je vais vivre avec force à partir de demain. Mais s'il te plaît, permets-moi de me plaindre un instant et veille sur nous de loin. Je n'ai pas pu retenir mes larmes pendant l'enregistrement. L'attitude joyeuse de ma mère était un acte pour m'empêcher d'être triste le lendemain des funérailles de mon père. J'étais encore trop jeune, même si j'étais au collège, pour comprendre ce que ma mère ressentait. Ma mère était remplie d'anxiété et au bord de l'effondrement à l'époque, mais elle le cachait. Alors je ne serais pas inquiète. J'ai enfin compris. Merci maman. Je l'ai regardée en disant cela, mais elle dormait paisiblement. Ma mère était elle-même le jour du mariage. Elle a parcouru la salle en saluant poliment tout le monde, des proches et des connaissances à mes amis. La cérémonie s'est déroulée sans encombre et il était temps de lire mon message de remerciement à ma mère. Les projecteurs étaient braqués sur moi, ok. J'ai commencé à lire tranquillement une lettre qui contenait des souvenirs de moi, de mon père et de ma mère. J'entendais des sanglots venant de partout dans la salle et j'ai failli moi-même pleurer. Mais j'ai retenu mes larmes jusqu'à la fin. Je savais que si je gâchais cette occasion, je ne pourrais plus jamais dire ces mots à ma mère. Mes yeux se sont remplis de larmes lorsque j'ai fini de lire le message. Quand j'ai regardé ma mère à côté de moi, elle retenait ses larmes et secouait ses épaules. Elle a souri quand elle a réalisé que je la regardais. J'ai soudainement repensé à son expression quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, quand elle s'est agenouillée et m'a souri. Et en finissant de lire la lettre de remerciement, je me suis répété les mots que j'ai toujours voulu lui dire. Maman, merci infiniment été ma mère jusqu'à présent. Tu seras toujours ma mère. Il y a eu un coup à la porte et la femme du PDG est entrée. Je t'ai préparé du thé si tu en veux. Quand j'ai entendu cette voix, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. La femme du PDG semblait surprise, mais elle n'a pas insisté. Augustin de Lécourette, de silence, elle est resté silencieux, m'a attendu. Je suis un homme adulte et je me sens tellement mal à ce sujet. Je suis désolé, je suis vraiment dédoué. Alors que je parlais d'une voix tendue, la femme du PDG m'a dit, pourrais-tu être? Mon nom est Jacob Muller. J'ai 28 ans et je vis pour mon travail. Même si je vis pour mon travail, cela ne veut pas dire que je suis un excellent travailleur et que tout le monde m'admire ou quoi que ce soit. Bien sûr, ce serait fantastique. Mais je sais que je suis pas aussi capable. Je fais de mon mieux à ma manière, mais je manque d'inspiration, d'empathie, d'intelligence et d'astuce. Pour être honnête, je suis juste à un niveau standard. Donc, quand il s'agit de travailler dur, je n'ai pas d'autre choix que de travailler plus dur que tout le monde en accomplissant les tâches qui me sont assignées avec honnêteté,
peu importe à quel point mon emploi du temps peut être chargé. C'est tout ce que je peux faire. Tu sais, je ne comprends pas comment tu peux travailler si dur et ne jamais tomber malade. C'est quelque chose que mes amis et collègues qui observent ma vie me disent souvent. J'arrive au travail 2 heures plus tôt que d'habitude le matin et j'accomplis autant de travail que possible. J'essaie de ne pas perdre de temps à bavarder et je me concentre plutôt sur mon travail afin de commencer une nouvelle tâche l'après-midi. Si mon patron me confie un travail, je l'accepte peu importe l'heure. En moyenne, je rentre chez moi vers 22 heures et dans le pire des cas, je prends le dernier train pour rentrer chez moi. Même pendant mes jours de congé, je ne pense qu'au travail et je fais ce que je peux à la maison. Alors les gens autour de moi s'inquiètent parfois que je n'ai pas de vie en dehors du bureau. Mais je n'ai jamais considéré cette vie comme douloureuse. C'est une vie que j'ai tant rêvé et que j'ai enfin réalisée. Quand j'étais enfant, j'étais très malade, donc je pouvais à peine jouer dehors. J'étais soit à l'hôpital, soit à la maison de l'été de ma 3e année d'école primaire, jusqu'au printemps de ma 2e année de collège. J'étais envieux des autres de mon âge qui jouaient joyeusement dehors ou participaient à des activités parascolaires. Je suis pas tombée malade parce que je le voulais. Je ne me souviens même pas d'avoir fait quelque chose de suffisamment mauvais pour être puni par Dieu. J'ai souvent râlé sur ma vie, me demandant pourquoi j'étais le seul à mériter d'être ainsi. Les amis qui s'occupaient de moi au début ont peu à peu arrêté de me rendre visite. Quand je suis entrée au collège, je n'avais presque plus d'amis. Bien sûr, il est compréhensible que la vie des gens change de l'école primaire au collège, et leurs modes de pensée ont également changé, devenant de plus en plus occupés. Mais j'avais l'impression d'être laissé derrière. J'avais l'impression d'être le seul laissé derrière, ce qui me rendait très triste. Cependant, il y avait toujours une personne qui m'attendait à côté de moi. Ethan, mon ami d'enfance depuis la maternelle. Et Sam semblait être malade. Je suppose que les week-ends étaient par ma bande de page était chez Sam. Je me souviens donc toujours avoir attendu Ethan, qui était toujours lent à mettre ses chaussures ou à courir. Mais maintenant, c'était Ethan qui m'attendait. Ethan a toujours une personnalité agréable et douce. Il n'était pas surprenant qu'Ethan se souvienne de moi-même après que les autres élèves autour de moi aient arrêté de me rendre visite. C'est pourquoi je n'ai pas pu exprimer ma gratitude envers Ethan ou bien le traiter. Mais Ethan était mon seul soutien émotionnel. Après avoir presque complètement guéri de ma maladie, j'étais excitée de commencer à fréquenter la même école que lui au printemps de ma 2e année de collège. Mais pour une raison quelconque, je n'ai pas pu être honnête avec lui. Le jour avant la cérémonie d'ouverture de l'école, j'étais tellement excitée d'aller dans la même école que toi, Jacob. Ethan souriait en me parlant, mais j'ai dit quelque chose que je ne m'attendais pas à dire. Qu'est-ce que c'est que ça, bizarre? Juste parce que nous nous connaissons depuis l'enfance, ne signifie pas que nous allons être ensemble pour toujours. Ethan m'a souri en entendant ces mots, mais il semblait aussi un peu triste. C'est comme ça que je l'ai ressenti. La vérité est à ce moment-là, je plaisantais juste. J'étais aussi heureuse. J'aurais aimé pouvoir lui dire ça. J'étais trop embarrassée pour le dire, et je ne pouvais pas. Je n'aurais jamais imaginé que je regretterais plus tard ma petite obstination. Mon premier jour d'école en 5 ans, et mon premier jour de collège serait le lendemain. Tard dans la nuit, je mettais mon tout nouveau uniforme et préparais mes chaussures avec un peu d'anxiété et beaucoup d'excitation. Mes parents pleuraient et se réjouissaient en me regardant. J'étais un peu gênée, mais même à ce moment-là, j'étais tellement heureuse. À partir de demain, je serai une élève de collège normal comme tout le monde. C'est ce que je pensais. Mais ensuite, nous avons reçu l'appel téléphonique qui a brisé le cœur de notre famille heureuse. Ma mère a laissé tomber le combiné et avait un regard sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit quelque chose que je pouvais pas croire. Ethan est mort dans un accident de voiture. J'arrivais pas à le croire. Ethan était juste ici dans cette maison avec moi il y a quelques heures.
Nous étions censés pouvoir aller à la même école à partir de demain. Ethan m'attendait pour le grand jour de demain. Quand peux-tu me laisser maintenant? C'était difficile à accepter, mais le temps passait inévitablement. Le lendemain, je suis allé au collège pour la première fois, mon esprit toujours sous le choc. J'avais des amis de l'école primaire, donc c'était facile pour moi de me faire de nouveaux amis, mais je ne pouvais pas sourire sincèrement parce que Ethan n'était plus avec moi. Je suis allé aux funérailles d'Ethan le lendemain, mais la plupart de mes amis d'école n'étaient pas là. J'avais entendu dire qu'Ethan venait me voir juste après l'école, donc il n'avait pas beaucoup d'amis. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dû abandonner sa vie normale pour s'occuper de moi pendant que j'étais à l'hôpital. Je sais que c'est quelque chose qu'il aurait fait, mais qu'est-ce que j'ai jamais fait pour lui? À mon précieux ami qui était toujours là pour moi, au lieu de se concentrer sur ses propres études. En fin de compte, je n'ai pas pu exprimer ma gratitude envers lui. J'étais le pire genre d'ami, en l'appelant bizarre, même si je ne voulais pas lui faire de mal. Je ne suis pas sûre de mériter d'être appelé son ami. J'étais tellement frustrée et triste que je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer pendant les funérailles. Je n'aurais jamais imaginé que ce jour arriverait. Je pensais que j'aurais la chance de le remercier et de m'excuser autant que je le voulais à partir de maintenant. Après les funérailles, les parents d'Ethan sont attirés de moi. Je ne pouvais pas les regarder dans les yeux car j'avais tellement honte de moi. La mère d'Ethan m'a remis un grand sac en papier. Elle a dit, « Ça semble être quelque chose qu'Ethan a acheté pour te donner. Est-ce que ça te dérange de le prendre? » J'avais aucune idée de ce que c'était, mais il n'y avait aucun moyen que je puisse refuser. J'ai accepté le sac en papier. Je n'arrêtais pas de pleurer quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait un bouquet jaune vif sur le rebord avec une carte de message attachée. Il était écrit « Jacob, félicitations, tu es maintenant sorti de l'hôpital. Nous serons toujours amis. » J'ai réalisé que l'accident d'Ethan s'était produit juste devant une fleuriste en face de la gare. Le bouquet n'était pas endommagé, mais quand j'ai remarqué que le sac était légèrement enfoncé, j'ai compris ce qui s'était passé. Ethan était allé acheter des fleurs pour moi et il a eu un accident. Il avait fait beaucoup d'efforts pour penser à moi. Je n'avais jamais entendu parler d'un homme offrant des fleurs à un autre homme, mais Ethan l'a fait sans hésitation. Même à ce stade, je ne pouvais pas exprimer à quel point j'étais reconnaissant et tout ce que je pouvais faire était de tenir le bouquet dans mes bras et pleurer. Ethan serait toujours en vie si une personne ingrate comme moi n'avait pas été son ami. Les parents d'Ethan avaient toutes les raisons de le croire, mais ils ne m'ont pas blâmé. Ils ont dit avec un sourire, « Merci beaucoup d'avoir été l'ami d'Ethan. Je n'avais jamais rien fait pour mériter leur gratitude. » Je n'ai rien fait. Je suis juste un gars immature et je suis vraiment désolé de n'avoir rien pu faire pour Ethan. Tout ce que je pouvais faire était de m'excuser auprès d'eux et je savais qu'Ethan n'était plus là pour m'entendre. Je ne pouvais pas accepter le fait qu'Ethan n'était plus avec moi. Je n'ai jamais oublié, mais jour après jour, j'ai commencé à avancer dans ma vie car je savais exactement ce que je voulais faire quand je serais grand. Jusque-là, tout ce que je voulais c'était aller à l'école et vivre une vie normale. Je ne m'inquiétais quand même pour ça, mais pour la première fois, je me suis retrouvé à vouloir faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est ce qui m'a permis de continuer jusqu'à maintenant, à l'âge de 28 ans. Alors, peu importe à quel point je suis occupé, je n'ai fui ma vie. Cependant, quelque chose me tracasse tellement ces derniers temps que je suis convaincu de devenir fou. Williams, mon nouveau patron, a été transféré du siège social. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles il était une personne stricte, mais pour être honnête, c'était plus que ce que j'avais imaginé. Je ne me soucie pas de la dureté avec laquelle il me parle et me traite. Cependant, la façon dont il assigne le travail et traite ses employés est incomparable. De plus, mon attitude selon laquelle je ferais de mon mieux, peu importe à quel point le travail était difficile, l'irritait. Et maintenant qu'il veillait sur moi, je suis encore plus en difficulté. Je méprise les gens qui croient accomplir beaucoup en consacrant de nombreuses heures à des tâches.
Je crois qu'ils essaient simplement de justifier leur inefficacité au travail. Hein? Je venais au travail tôt et je faisais des heures supplémentaires. Et il m'a dit que je ne serais pas compensé pour ces heures supplémentaires. Mais la quantité de travail qu'il me donnait était trop importante pour que je puisse la terminer pendant mes heures de travail. Bien sûr, j'admets que je suis incompétent, mais il est indéniable qu'il y a une surcharge de travail, peu importe comment on le regarde. Tu vas bien, Jacob? On dit que dans les bureaux centraux, les gens qui ont reçu l'attention de Monsieur Williams ont démissionné les uns après les autres. Peut-être devrais-tu en parler à tes supérieurs. Mes collègues et mes supérieurs proches me parlent comme ça, mais je ne peux pas me décourager ici. Je dois faire ce que j'ai à faire maintenant pour être utile à cette entreprise. Je ne me soucie pas de moi-même. Avant tout, je veux aider cette entreprise. Alors merci, ça va. J'ai continué à répondre comme ça. Puis un jour, le PDG de l'entreprise a visité notre bureau, qui n'est pas loin des bureaux centraux, régulièrement pour l'inspecter. Enfin, j'ai été convoqué par le PDG. Malgré la quantité énorme de travail, je fais de mon mieux. Mais ma performance a-t-elle diminué? Est-il possible que ma relation avec Monsieur Williams se soit tellement détériorée au point que je serais muté dans un autre bureau? C'était la première fois que le PDG me convoquait. Alors, je suis entré dans la salle de conférence désignée avec nervosité. Alors le PDG m'a dit « Jacob, j'ai reçu une information selon laquelle Williams abuse de son autorité sur toi. Est-ce vrai? Je sais que cela peut être difficile d'en parler, mais j'aimerais entendre la vérité. » Le PDG est réputé pour sa bonne personnalité. Malgré son poste de PDG, il semble se soucier de ses employés. Pour être honnête, adieu. Si je disais la vérité ici, je pourrais peut-être me libérer de ma routine quotidienne d'être surchargé de travail et traité avec mépris. Mais je me demandais si je devais prendre la voie facile. Quelle est la bonne chose à faire pour l'entreprise? J'y ai réfléchi, mais j'ai pas pu trouver de réponse et je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Alors, le PDG a dit, prends ton temps. Il devinait probablement mes émotions. J'avais envie de pleurer à ce moment-là, même si j'étais adulte, parce que ces mots m'ont rappelé Ethan. Quelques minutes plus tard, il y a eu à la porte et la femme du PDG est entrée. Bien qu'elle soit la femme du PDG, elle est aussi vice-PDG. Elle et son mari sont tous deux charismatiques et appréciés au sein de l'entreprise. Ils ne sont pas vos PDG ou vice-PDG typiques, dans le sens où ils ont toujours un cœur amical et attentionné. Je le sais depuis longtemps. Peut-être en sentant la situation quand elle a remarqué le silence prolongé entre moi et le PDG, elle a dit calmement « J'ai préparé du thé si vous en voulez ». Cette gentillesse m'a encore une fois ému aux larmes. J'aurais été. Il n'aurait jamais deviné que j'allais me mettre à pleurer. Le PDG et sa femme semblaient tous les deux surpris, mais ils n'ont pas poursuivi le sujet et se sont assis en attendant tranquillement. Plus j'essayais d'arrêter de pleurer, plus je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Tout ce que je pouvais faire était de saisir la tasse de thé qu'on m'avait donnée et de dire « Je suis désolé d'avoir pleuré dans un endroit comme celui-ci. Même si je suis adulte, je m'excuse. Je suis incompétent et incapable d'aider qui que ce soit. Je m'excuse sincèrement. » Alors que je parlais d'une voix tendue, la femme du PDG m'a demandé « Et je ne veux pas être impoli, mais quel est votre prénom ?» Sans savoir pourquoi on me posait une telle question, j'ai répondu Jacob Miller. Quand j'ai répondu ça, la femme du PDG a eu l'air surprise. « Vous êtes par hasard Jacob Moore, l'ami d'Ethan ?» À ce moment-là, je suis resté bouche bée. Car c'était vrai. Jacob Miller était mon nom jusqu'à ma dernière année de lycée. Vers cette époque, mes parents ont divorcé et mon nom de famille est devenu Miller après celui de ma mère. Et je savais, bien sûr, que le PDG et sa femme étaient les parents d'Ethan, comme elle l'avait dit. Ethan était à mes côtés, mais je ne pouvais rien faire pour lui. Alors, pour le rembourser, je voulais aider les parents d'Ethan. J'ai vécu ma vie avec l'intention de rejoindre l'entreprise des parents d'Ethan et d'être utile depuis le printemps de ma 2e année de collège. Mais je n'ai pas pu aider Ethan et ils aimeraient probablement oublier que je suis la cause d'un accident. Alors j'ai caché ma véritable identité tout ce temps. Je ne m'attendais pas à être découvert dans un endroit comme celui-ci.
donc les mots ne sont sortis tout de suite. Néanmoins, je ne pourrais pas continuer à le cacher. Oui, ça fait un moment. J'ai essuyé mes larmes, je me suis levé et j'ai baissé la tête. Alors, vous étiez l'enfant à l'époque. Je m'excuse de ne pas vous avoir reconnu. Quand le PDG a dit ça et s'est incliné, sa femme a éclaté en sanglots, et je le savais. Vous avez dit que vous prendriez toutes les responsabilités de la même manière qu'à l'époque. Je voulais vous rencontrer depuis longtemps. À l'époque, j'étais tellement triste qu'Ethan soit parti que je ne pouvais penser à rien d'autre. Je n'ai pas pu exprimer ma gratitude envers vous qui étiez l'ami le plus important de mon fils. J'étais surpris parce qu'elle a dit « Non, c'est moi qui devrais vous remercier. Ethan m'a toujours mis en premier et a été le meilleur soutien que j'ai eu quand j'étais à l'hôpital. » Mais j'ai pas pu être honnête avec lui. J'ai peut-être blessé ses sentiments. J'étais vraiment honteuse de moi-même et j'ai pas pu te rendre visite, ni visiter la tombe d'Ethan. Je suis vraiment désolée. Je suis ici dans cette entreprise maintenant parce que je voulais vous aider tous les deux, même si c'est aux coulisses. Je sais que cela ne suffira pas à compenser ce que je n'ai pas pu faire pour Ethan, mais je sentais que c'était la seule chose que je pouvais faire. Ils avaient l'air surpris quand je leur ai parlé de mes excuses, que j'avais gardées cachées dans mon cœur pendant de nombreuses années. Et maintenant, le PDG a ouvert la bouche. C'est pas vrai? Tu as beaucoup donné à mon fils, Ethan. Beaucoup d'enfants ont été cruels envers Ethan parce qu'il était faible d'esprit et mauvais en sport depuis qu'il était enfant. Cependant, Ethan a toujours dit que tu étais la seule personne qui l'attendait joyeusement avec un sourire sur ton visage. Quand Ethan a appris que tu étais malade, il avait l'air très triste. Il a dit que c'était à son tour de te soutenir. Tu m'as soutenu à ce moment-là. C'était la première fois qu'Ethan, qui n'avait jamais pu prendre une décision par lui-même, l'a fait. En tant que parents, nous avons senti que tu es un ami si important pour lui, et nous ne pourrons jamais assez te remercier. Je n'avais aucune idée qu'Ethan ressentait cela. Je m'attendais à ce qu'il me voie comme une amie froide. Point. C'était quelque chose qu'Ethan et moi n'avons jamais discuté, et peut-être que nous cherchions tous les deux une occasion de nous l'exprimer mutuellement. La vérité que j'ai apprise après 15 ans. Je me sentais gênée, frustrée et heureuse. Je ne pouvais pas comprendre ces sentiments moi-même. Puis la femme du PDG a commencé à parler. Merci beaucoup de continuer à t'occuper d'Ethan. Je suis sûre qu'Ethan serait heureux s'il savait ce qui se passait en ce moment. Et même si ce n'était pas possible, je pense qu'Ethan aurait compris. Avant de quitter la maison, pour acheter des fleurs, il a dit que tu pourrais dire que tu ne les veux pas parce que tu es timide. Mais il a aussi dit que tu en prends bien soin pour qu'elles ne fanent pas. Je sais comment il est, et il a souri en disant ça. En entendant ces mots, les larmes qui avaient cessé de monter ont recommencé à couler. Je savais qu'Ethan était toujours un pas en avant de moi. Il pouvait même dire quand j'étais pas honnête avec lui. Non seulement j'ai soigneusement arrangé les fleurs qu'il m'a données ce jour-là, mais je les ai aussi séchées pour qu'elles durent éternellement. Je ne suis pas une personne à fleurs, mais je les garde dans ma chambre. Ethan, qui avait 13 ans, avait raison. La femme du PDG m'a dit une chose de plus alors que je regardais vers le bas et pleurais à nouveau. Mais à partir de maintenant, vis ta vie. Je suis sûre qu'Ethan voudrait que tu fasses ça aussi. Je pense que ce qu'il veut le plus, c'est que tu vives ta propre vie. Avec ces mots, j'ai senti que toute ma tension avait été relâchée. Peu importe ce qu'ils disent, je voulais quand même rembourser Ethan et ses parents. En même temps, j'ai l'impression que je pourrais être plus préoccupée par mes propres sentiments pour valoriser ma vie que Ethan m'avait aidé. J'ai raisonné qu'en faisant ça, je pourrais rendre Ethan heureux. Alors j'ai commencé à confesser les abus d'autorité de M. Williams à propos de moi-même et des autres employés. Je leur ai tout dit ce que je savais. En conséquence, M. Williams a été renvoyé au siège social et rétrogradé en tant qu'employé ordinaire afin de changer son attitude. Je peux maintenant travailler avec plus de motivation dans un délai raisonnable. Étonnamment, je suis capable de travailler plus efficacement et je suis devenu plus précieux pour l'entreprise. Pendant longtemps, j'ai été redevable à Ethan et à ses parents. À partir de maintenant,
J'ai l'intention de faire de mon mieux pour les rembourser, tout en profitant pleinement de la vie et en ne me surmenant pas. Je suis actuellement employé dans un petit restaurant du centre-ville qui est en activité depuis longtemps et est bien connu dans la communauté. J'ai commencé à y travailler comme emploi à temps partiel pendant mes études secondaires, mais après l'obtention de mon diplôme, j'ai été officiellement embauché. J'ai même été nommé directeur du restaurant maintenant que j'ai 26 ans. Quand j'étais petit, ma grand-mère me dit, depuis lors, je crois que les hamburgers de ce restaurant sont les meilleurs au monde. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler dans mon restaurant préféré depuis si longtemps, mais quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais imaginé. Douglas, il va qu'un matin, j'ai un fille auprès cette personne dans le restaurant. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune et mon père m'a élevé jusqu'à ce qu'il meure d'une maladie. Il a eu une crise cardiaque parce que mes parents sont morts. Ma grand-mère, qui était la mère de mon père, m'a élevé depuis que je suis enfant. Au fait, je vis toujours avec ma grand-mère. Son dos n'est plus droit car elle vieillit et mon grand-père est décédé, donc je suis le seul qui lui reste. Je n'ai qu'elle comme membre de ma famille, donc je suis toujours avec elle. Je l'aime, et le fait qu'elle m'ait élevé est la raison pour laquelle je peux vivre ma vie sans souci. Alors j'ai eu l'impression que je devais lui rendre l'appareil. Une des raisons pour lesquelles je travaille dans le même restaurant depuis le lycée est qu'il est proche de l'endroit où ma grand-mère vit. Le propriétaire de ce restaurant est un vieil ami de ma grand-mère. Elle m'a présenté au propriétaire de ce restaurant, ce qui m'a conduit à mon poste actuel, dont je lui dois beaucoup. Quand je suis devenu directeur du restaurant, j'ai dit à ma grand-mère, « Écoute, je suis le directeur maintenant. Je suis le directeur du restaurant. » Elle a répondu, « Oh mon Dieu, vraiment? Je suis tellement heureuse pour toi. Félicitations, parce que je travaille si dur et avec diligence. » Ce propriétaire ne confie le magasin qu'à des personnes en qui il a vraiment confiance. Tu vas continuer à travailler dur. Eh bien, maintenant que j'ai entendu ça, nous devons célébrer. Ma grand-mère était tellement excitée pour ma promotion qu'elle a commandé des sushis pour le dîner ce soir-là. Mon rêve est de devenir un chef expérimenté et de gérer ce restaurant. Je ne peux pas le dire à voix haute car le propriétaire est encore en train de travailler. Mais un jour, je veux servir à ma grand-mère les meilleurs hamburgers du monde. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et même si je suis le gérant, le restaurant est encore petit. Donc c'est pas facile car je dois tout faire dans la cuisine, de servir les clients au nettoyage. Mais j'espère que cela se réalisera un jour. Un jour, comme d'habitude, je nettoyais le comptoir et discutais avec un client régulier. Une femme est entrée dans le magasin avec un sac de courses sur son bras. Je l'ai conduite à sa table et lui ai offert un verre d'eau, car les toilettes étaient relativement vides. Vous rentrez chez vous après vos courses. Je parlais. Je lui ai demandé de manière décontractée, car le propriétaire me dit toujours que je devrais avoir des conversations décontractées avec les clients. Oh oui, elle a répondu. Quel bar? Elle vient ici souvent ces derniers temps à cette heure-ci. En y réfléchissant, c'est une personne étrange qui commande toujours du café et qui part sans en boire beaucoup. Elle était d'une rumeur parmi les employés. Je crois qu'à notre époque, les circonstances de chacun sont différentes. Et je considère chaque personne qui visite notre magasin comme un client précieux. Alors j'ai préparé du café chaud et je l'ai apporté à sa place. J'ai deviné d'après la réponse précédente de la dame qu'elle n'était pas douée pour la conversation. Alors j'ai posé silencieusement le café en retournant au comptoir. Elle a regardé mon badge et m'a demandé mon nom. Excusez-moi, je sais que c'est soudain, mais puis-je vous demander votre prénom? Je fais ce travail depuis longtemps, mais on ne m'a jamais demandé mon prénom, alors j'ai été pris au dépourvu. Excusez-moi, je dis, je n'avais aucune raison de refuser alors. Jacques est mon nom. J'ai répondu. Oh, je savais. Je suis désolée. Avec ça, la dame a commencé à pleurer. Ne comprenant pas ce qui se passait, j'ai demandé, est-ce que tout va bien? Me connaissez-vous? Alors la dame n'a rien dit pendant un moment. Après un moment, elle a dit, je suis ta mère.
Quand j'ai entendu ces mots, mon esprit s'est vidé et aucun mot n'est sorti. En effet, maintenant qu'elle avait dit ça, je l'ai reconnu comme un vague souvenir de ma mère quand j'étais enfant. J'ai eu des frissons quand j'ai fait le lien entre ma mère et mes souvenirs avec la femme en face de moi. Comme il n'y avait pas beaucoup de clients à ce moment-là, je me suis assis en face d'elle et nous avons parlé un moment, oui, un moment. Elle avait apparemment traversé beaucoup d'épreuves depuis son divorce et voulait venir me chercher, mais elle n'a pas pu. Elle était maintenant mariée à une nouvelle personne et avait une fille. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir te chercher plus tôt, a-t-elle dit en pleurant. Elle pleurait en parlant, mais je n'avais aucune idée de pourquoi elle devait venir ici maintenant. C'est ma mère que j'ai attendue depuis mon enfance. Il y a eu des moments où je ne pouvais pas comprendre pourquoi ma mère m'avait abandonnée, et maintenant qu'elle est apparue, j'ai ressenti un mélange de tristesse, de bonheur et d'émotions contradictoires. Mon père m'avait dit que ma mère n'était pas avec moi à cause de circonstances d'adulte, mais j'ai été surpris d'apprendre pourquoi mes parents s'étaient séparés. Mon père avait des problèmes d'alcool, et quand il était ivre, il faisait du mal à ma mère. Ils se sont séparés à cause de sa violence domestique qui a entraîné des blessures pour elle. Mon père, qui travaillait à plein temps à l'époque, l'a apparemment persuadé qu'il me prendrait en charge. Ma mère avait peur de lui et elle ne pouvait en parler à personne. Donc elle était seule et inquiète pendant longtemps. Elle a à peine réussi à obtenir le divorce et elle prévoyait de venir me chercher une fois que sa vie serait plus stable. Mais elle ne voulait même pas voir le visage de mon père. Et c'est ainsi que le temps a passé. Je lui ai dit que mon père était décédé. Maman, je suis vraiment désolée pour tout le trouble que je t'ai causé, a-t-elle pleuré à nouveau. Elle est venue manger dans ce restaurant le mois dernier, pour la première fois en plus d'une décennie, et elle n'en croyait pas ses yeux quand elle a vu mon visage. Elle avait toujours hâte de me parler et de s'excuser pour ce qu'elle avait fait, mais elle ne pouvait pas se résoudre à le faire parce que je servais d'autres clients. Quand j'ai vu ma mère pleurer et s'excuser encore et encore, j'ai eu de la peine pour elle. Ce n'est rien. Tout cela fait partie du passé maintenant, maman. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que le jour viendrait où je dirais à nouveau le mot maman. J'étais nerveux, mais j'ai réussi à calmer un peu ma mère. Elle m'a demandé si elle pouvait amener son mari et sa fille au restaurant bientôt. Je lui ai dit que si c'était à midi, quand il n'y avait pas de clients, ce serait bien. Elle est ensuite partie en disant qu'elle amènerait sa famille la semaine suivante. Soupir, elle sera ici avec son mari et sa fille. Pour être honnête, j'avais des sentiments mitigés. J'en ai parlé au propriétaire du restaurant et il a dit « Tu devrais au moins écouter ce qu'ils ont à dire ». Mais je ne savais pas comment me présenter au nouveau mari et à la fille de ma mère. Ma mère est arrivée la semaine suivante à l'heure convenue avec son mari et sa fille. Le mari était un homme grand et mince, et la fille était beaucoup plus jeune que moi, environ l'âge du lycée. J'étais nerveux, ou pour le dire autrement, j'avais ce sentiment étrange qui m'envahissait tout le temps. De toute façon, je les ai dirigés vers la même place qu'avant, leur ai offert un verre et me suis assis. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis resté silencieux. Je suis désolé de venir comme ça tout à coup. Je sais que je t'ai surpris, n'est-ce pas? Il m'a parlé gentiment. Il s'est approché de moi de manière amicale et nous avons parlé pendant un moment de choses aléatoires et de différents aspects de mon passé. En parlant, j'ai découvert que nous aimons tous les deux les mangas et les jeux vidéo et que nous nous entendons bien. Sa fille fréquente le même lycée que moi et elle semble être douce et honnête. Étonnamment, j'appréciais notre conversation. Ma mère souriait heureusement en écoutant. C'était une famille accueillante et je pensais à quel point il serait agréable d'avoir un tel environnement familial accueillant. Alors que j'allais retourner au travail, le mari de ma mère s'est redressé, m'a regardé dans les yeux et a dit « Jack, en fait, nous avons une proposition pour toi aujourd'hui. » Une proposition? Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec nous dans notre maison? Quoi? J'ai demandé surpris. Ta mère nous demande des conseils depuis qu'elle t'a retrouvé.
Notre fille et moi avons entendu parler de ce qui se passait depuis longtemps, et je considère comme un miracle que nous ayons pu nous rencontrer à nouveau de cette manière. Après avoir parlé avec toi aujourd'hui, je crois que ma fille et moi aimerions que tu viennes vivre avec nous. Qu'en penses-tu? C'est ce qu'il a dit. J'étais surpris, mais honnêtement, je voulais faire partie de cette famille. Mais je suis désolée, j'apprécie vraiment vos sentiments. Quand j'ai dit ça, ma mère a dit tu n'as pas à répondre tout de suite. Tu peux y réfléchir autant que tu veux, d'accord? Et puis ils sont partis, tous les trois. Quand je suis retournée au travail, le propriétaire est sorti après avoir entendu notre conversation. Tiens, pourquoi tu dis non? M'a-t-il demandé. Pourquoi? J'ai répondu. Parce que j'ai ma grand-mère. Le propriétaire a retenu ses larmes et a éclaté en sanglots. Tu vois, je savais que tu dirais ça. Puis il m'a tapé fortement dans le dos. Et ça fait mal? Mes yeux se sont aussi remplis de larmes. Ma mère, son mari et leur fils sont revenus au restaurant plusieurs fois après ça. Nous sortons maintenant dîner et nous amuser ensemble de temps en temps. C'est beau. Athalie et moi, elle est très mignonne, comme une vraie sœur. Parfois mon beau-père dit, n'est-il pas temps que tu viennes chez nous? Mais j'ai fermement refusé son offre. Ma grand-mère m'a élevée jusqu'à ce point de ma vie. Je ne peux pas lui dire que je vais vivre séparément parce que ma mère est venue me chercher. Je vais m'occuper d'elle jusqu'à la fin et je vais réaliser mon rêve avant cela. Oh, je vais acheter le gâteau préféré de ma grand-mère aujourd'hui. Il y a une chose qui me préoccupe. Ça me dérange tellement que je suis incapable de travailler. Ce sont les contenus du téléphone portable de ma femme. Ma femme et moi sommes mariés depuis 3 ans et nous ne nous sommes jamais trompés l'un l'autre. Peut-être qu'elle le cache, mais je ne pense pas. Bien sûr, je n'ai jamais eu d'aventure. Nous nous sommes rencontrés lors de notre première année à l'université et je l'ai invitée à sortir lors de notre 2e année. Pendant notre première année, nous avons beaucoup traîné ensemble, sommes sortis boire, et ainsi de suite. Elle faisait partie de ce groupe, et bien que je lui parle souvent, j'étais attiré par différents aspects d'elle. Elle avait de beaux yeux, par exemple, et elle faisait attention à moi. Quand je lui parlais, peu importe à quel point j'étais déprimé, elle me remontait le moral. Elle me tendait la main, peu importe à quel point je me sentais mal. Je ne pense pas que je puisse tomber amoureux d'elle. Elle semblait également s'intéresser à moi, et elle a rapidement accepté ma proposition. J'étais tellement heureux car j'étais prêt à être rejeté dans le pire des cas. Nous avons fréquenté pendant 5 ans. Le jour de son anniversaire cette année-là, je lui ai demandé en mariage. Voici ce que je lui ai dit quand je lui ai demandé « Je ne peux plus vivre sans toi. S'il te plaît, épouse-moi. » J'ai eu du mal à trouver quoi dire jusqu'à la veille, et c'est la phrase que j'ai trouvée. Cela peut sembler peu cool, mais c'était la meilleure proposition pour moi. Quand elle a entendu ce que j'ai dit, elle a répondu « Je ne peux pas vivre sans toi non plus. » J'adorais. Je me souviens encore de combien j'étais heureux. Plus tard, je suis devenu un peu inquiet, et je lui ai demandé « Comment as-tu ressenti ma proposition ?» J'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai pas pu penser à autre chose que ce que j'ai dit. Je suis sûre que c'était pas cool, n'est-ce pas? Elle a répondu, oui, c'était un peu pas cool, mais le fait que tu te soucies vraiment de moi est la chose la plus cool au monde. Et je pouvais voir que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Ah, ça m'a rendu très heureux. C'est ce qu'elle m'a dit. J'étais soulagée, mais ensuite je me suis dit, je suppose que j'étais pas si cool après tout, et j'ai baissé les épaules. Nous nous sommes un peu éloignés du sujet, mais 3 ans se sont écoulés depuis. Je suis rentrée du travail un jour et j'ai dit, je suis rentrée comme d'habitude, mais il n'y a eu aucune réponse. Ah, qu'est-ce qui n'allait pas? C'est très drôle. Normalement, j'aurais une réponse, mais comme elle était dans le bain, elle n'a pas répondu, ce qui était bien. J'ai donc lavé mes mains, enlevé mon costume et je me suis assis sur le canapé. Puis j'ai remarqué le téléphone portable de ma femme qui avait été laissé ouvert sur la table devant le canapé. Le téléphone portable de ma femme est un vieux téléphone à clapet et je me demandais pourquoi il avait été laissé ouvert.
J'ai essayé de ne pas bouger le téléphone et je l'ai juste regardé et j'ai vu son écran rempli de courriels entrants. L'écran ne montrait que l'expéditeur et le titre, mais pas le nom de l'expéditeur, et il provenait d'un numéro de téléphone inconnu. Je veux te rencontrer tout de suite, ou aujourd'hui et le jour où je t'ai rencontré étaient les sujets de ces courriels. Ces messages ont attiré mon attention. J'étais tellement surpris que je n'ai pas pu m'empêcher de marmonner. Quoi? Que se passe-t-il exactement? J'ai essayé de bien les regarder, mais alors ma femme m'a parlé. « Tu es rentré? Veux-tu manger ?» Je me sentais mal d'avoir regardé son téléphone sans sa permission, et j'étais un peu agitée, parce que je ne pouvais pas croire que ma femme lisait un courriel mystérieux qui avait probablement été envoyé par un homme. J'ai essayé de ne pas montrer mon mécontentement en disant « Oui, je suis rentrée. Je vais manger d'abord. Oh, mais d'abord, je pense que je vais prendre un bain. » Quoi? Je vais commencer à préparer le dîner alors, m'a dit ma femme avec un sourire. J'étais seule dans la baignoire, perdue dans mes pensées. Y avait-il une erreur dans le contenu du téléphone portable de ma femme que je venais de voir? Nous sommes mariés depuis 3 ans et il n'y avait aucun moyen que j'ai envoyé des messages textes comme ça. Est-il possible qu'elle rencontre un autre homme? Je suis sûre que ma femme ne ferait pas une telle chose, mais je crois qu'il est encore trop tôt pour en tirer une conclusion. Je ne veux pas douter de ma femme, en qui j'ai une confiance totale. Alors j'ai décidé de faire confiance à ma femme, en me disant qu'il devait y avoir une erreur. Et j'étais de plus en plus anxieux en y pensant dans le bain, alors je suis sortie et j'ai arrêté d'y penser. J'ai apprécié discuter avec elle, tout en mangeant le délicieux dîner qu'elle avait préparé. J'étais soulagée de la voir agir normalement et j'ai bien dormi pour le travail du lendemain. Le lendemain, je ne suis pas bon pour me lever le matin. Ma femme me réveille habituellement, mais pour une raison quelconque, j'ai pu me lever tout seul aujourd'hui. Mais je crois comprendre pourquoi j'ai pu me lever. C'était probablement parce que mon esprit était préoccupé par le contenu du téléphone portable de ma femme que j'avais vu hier. Même si je fais confiance à ma femme, je suis toujours préoccupée par certaines choses. Puis ma femme est venue dans ma chambre. Elle a dit bonjour. Quoi? C'est inhabituel. Je ne m'attendais pas à ce que tu te réveilles tout seul. Le petit déjeuner est prêt, alors descends quand tu es prêt. Avec ça, elle est retournée au salon. Qu'est-ce que je pense? Je me demandais et j'ai fini de préparer. J'étais dans le train pour aller au travail après avoir mangé le délicieux petit déjeuner de ma femme, comme d'habitude. Les heures de pointe du matin sont toujours bondées et je n'ai jamais pu trouver de place assise dans le train. Mais aujourd'hui, je préférais rester debout. Je pensais encore au contenu du téléphone de ma femme que j'avais vu la veille. J'ai soupiré sans m'en rendre compte. Quand j'ai soupiré, j'ai remarqué que les gens autour de moi me lançaient des regards en colère. Ils doivent détester les gens qui soufflent dans un train bondé le matin. Mais j'avais pas le temps de répéter Loïs. Je suis arrivé au bureau sans encombre et j'ai commencé à travailler comme d'habitude. Cependant, je n'arrivais pas à oublier l'incident et je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Puis j'ai entendu une voix me dire « Hé, tes mains ne bougent pas !» C'est inhabituel de te voir flâner au travail. C'était mon patron. J'ai été pris de court et je lui ai rapidement présenté mes excuses en lui expliquant que je réfléchissais seulement et que je ne faisais pas le fainéant. Alors mon patron a dit « Ce n'est pas grave, mais si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour t'aider. Alors, fais-le-moi savoir. » Il a parlé d'un ton gentil, alors je l'ai remercié. Et donc, j'ai invité mon patron à déjeuner et je lui ai raconté l'histoire. Alors mon patron a dit « Elle te trompe évidemment. Il n'y a aucun doute à ce sujet selon moi. » Il affirmait avec confiance. Un temps estime où j'étais sérieusement déprimé. Tout ce que je pouvais faire, c'était hocher la tête. Mon esprit est devenu vide et je n'avais plus d'énergie pour travailler depuis l'après-midi. Cependant, mon soeur me dit « Reprends-toi. C'est pendant ces moments-là que tu dois travailler plus dur. C'est beaucoup plus facile quand tu diriges ta colère vers le travail. » Je suppose qu'il voulait m'encourager. C'est pas là le bon important au Saint-Hilaire, monsieur. J'ai travaillé assez dur l'après-midi pour rattraper le temps perdu le matin. Étonnamment, quand je me suis concentré sur mon travail, je n'ai pas eu le temps de
penser à l'incident. Je n'avais pas le temps de penser à autre chose, mais le travail était terminé et il était temps de rentrer chez moi. J'étais maintenant dans le train de l'heure de pointe, en réfléchissant à ce que j'allais faire et en me rappelant ce que mon patron m'avait dit à déjeuner aujourd'hui. J'ai décidé d'agir et de chercher des preuves physiques. Alors je suis rentré chez moi et j'ai annoncé mon arrivée comme d'habitude. Muniatas, aucune réponse. J'ai enlevé mon costume et je me suis assis sur le canapé comme je l'avais fait la veille. Et comme hier, il y avait un téléphone portable de ma femme. Pour une raison quelconque, elle l'avait laissé ouvert à nouveau aujourd'hui, comme si elle voulait que je le voie. J'ai remarqué que ma main se dirigeait vers le téléphone et j'ai vu que la boîte aux lettres était ouverte quand j'ai regardé l'écran. Tout ce que je pouvais voir, c'était un certain nombre de messages aléatoires que j'avais envoyés, comme « Je rentre à la maison maintenant ». Cependant, en bas de l'écran, il y avait dos côtés mind to Javitz. Il y en avait probablement des centaines, tous des messages doux d'un homme mystérieux à ma femme. Au moment où je les ai vus, j'ai été rempli de colère. Quand ma femme est sortie de la salle de bain, je suis devenu tellement émotif que je l'ai interrogé. « Qu'est-ce qui se passe? »« Tu me trompes? Qui est ce gars qui t'a envoyé l'email ?» J'ai dit d'un ton légèrement plus fort, puis ma femme m'a surpris en éclatant de rire. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une tête troublée et pleure et que nous finissions par nous battre. Mais au lieu de cela, elle a dit « Oh mon Dieu, c'est hilarant. Tu as oublié les emails que tu m'as envoyés ?» J'ai dû avoir l'air stupéfait, car je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais quand j'y ai réfléchi calmement, j'ai réalisé quelque chose. Les emails étaient d'il y a longtemps. C'était tellement évident que j'ai eu honte de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Je ne l'ai réalisé que lorsque ma femme me l'a fait remarquer. Le numéro de téléphone de l'expéditeur était mon ancien numéro de téléphone portable. Pendant ce temps, la batterie du téléphone de ma femme était presque à plat, car elle utilisait le même téléphone depuis des années et la batterie devait être usée. Parce que le téléphone était vieux et presque cassé, il était resté ouvert. Si je ne m'assure pas qu'il est bien fermé, il reste allumé pour toujours. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Je suis rentré tôt du travail et ma femme était toujours en train de prendre un bain quand je suis arrivé. Elle a même sorti de la baigne pour me saluer. J'ai immédiatement perdu toute ma force et je me suis effondré sur le canapé. Quoi? Tu pensais que je te trompais? Ma femme m'a innocent piqué. Je lui ai expliqué. J'étais au dépourvu. De toute façon, je crois que ton téléphone est trop vieux. Pourquoi ne pas le remplacer? J'allais changer de sujet, mais je ne veux pas que ces emails disparaissent. A-t-elle dit. Je commençais à me sentir mal d'avoir fouillé dans son téléphone. Je me suis excusé et j'ai dit que j'étais désolé d'avoir regardé son téléphone sans sa permission, et elle a ri. Tu es le seul qui m'aimera autant. Avec ça, elle m'a serré dans ses bras. Puis elle m'a serré un peu plus fort et a dit « Je ne peux pas vivre sans toi. Au contraire, je peux vivre aussi longtemps que je t'ai à mes côtés. C'est à quel point tu comptes pour moi. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit. » J'ai rendu l'étreinte et je l'ai remercié, lui disant que je ressentais la même chose. Lors de mon prochain jour de congé, j'ai acheté à ma femme un nouveau téléphone portable. Tel Deke smartphone à l'époque. Ma femme était hésitante au début, mais je lui ai dit qu'elle pouvait sauvegarder ses messages en les transférant sur une carte mémoire. C'est le cas, je suis prêt à changer. Elle a répondu avec un sourire. Ma femme semblait avoir du mal avec le téléphone, car elle n'était pas familière avec. Mais insistir, je peux le téléphone avec mon propre argent. C'est ma façon de m'excuser d'avoir regardé son téléphone de manière inappropriée. J'ai découvert un vieux cahier en faisant du rangement. Ça me rappelle des souvenirs. C'était le journal intime de ma mère, 11 février 1985. J'ai enfin rencontré mon doux bébé. Mon mari et mes parents étaient tous là pour me soutenir. Ce bébé qui était dans mon ventre depuis longtemps est arrivé avec un cri de naissance joyeux. Son nom est Carter. Je voulais qu'il soit joyeux et sage. Et il était le premier petit enfant pour les deux familles. Nous espérions qu'il serait une source de lumière pour les deux familles,
ainsi qu'une source de chaleur et d'inspiration pour les autres. C'est ce que j'avais en tête quand je l'ai nommé. J'espère qu'il deviendra un garçon merveilleux. Ça me rappelle des souvenirs. Ma mère avait une belle écriture. Je n'avais aucune idée qu'elle avait cette idée quand elle m'a donné naissance. Et je n'avais aucune idée qu'elle avait de si grandes attentes pour moi. 11 février 1991, premier anniversaire de Carter. Carter grandit en bonne santé, sans maladie ou blessure grave. Il peut maintenant ramper, se lever, se baisser sur quelque chose. Il bouge beaucoup, il ouvre l'armoire et il fait des dégâts. Il peut être un peu trop énergique et ennuyeux parfois. Mais peut-être que j'aime trop mon fils et que je le trouve adorable. Je pardonne généralement. Je suis impatiente de voir quel genre d'enfant il deviendra, mais je suis aussi inquiète. Je suppose que j'ennuyais beaucoup ma mère quand j'étais petite. This will take a point. Carter a maintenant 3 ans et demi. Certains enfants du quartier se sont moqués de lui aujourd'hui alors qu'il jouait au parc. Cato ne pleurait pas quand il la remarquait, mais il attaquait et ripostait. Il ne se souciait pas que les enfants soient plus grands que lui. Je ne veux pas qu'il se blesse et je crains qu'il ne se mette en danger. En même temps, j'étais fière de lui, pensant qu'il était devenu un jeune garçon fort. Je m'en souviens pas du tout, donc quelque chose comme ça s'était produit. Das ut Takatorika. Cato semble bien s'entendre avec Jenny ces jours-ci. J'ai parlé avec la mère de Jenny aujourd'hui, et il semble que Jenny ait été harcelée par d'autres enfants. Mais Cato l'a défendue contre les harceleurs et l'a protégée. Je suis tellement heureux qu'il soit devenu un garçon merveilleux. Quand j'en ai parlé à mon mari, il était ravi et a fait des compliments à Carter. La mère de Jenny et moi avons ri et plaisanté en disant que quand ils se marieront, nous serons de la famille. Peut-être que ça pourrait vraiment arriver. La mère de Jenny a dit que le rêve de Jenny est d'être la femme de Carter. Et quand je lui ai demandé, en passant, Carter a dit qu'il allait épouser Jenny. J'attends avec impatience le mariage. Le journal termine ici. Oui, ma mère est décédée quand j'avais 5 ans et 6 mois pendant les vacances d'été. Elle est allée voir la famille de son mari. Mes parents m'ont laissé avec mes grands-parents. Je suis allée à la plage pour la première fois depuis longtemps. Vers 22 heures, ma grand-mère a décroché le téléphone et a soudainement commencé à pleurer. Mon grand-père, qui a pris le téléphone, est devenu pâle. Enfant, je me souviens avoir demandé ce qui se passait. Mes grands-parents et mes oncles ont alors commencé à se préparer rapidement pour quelque chose. Ceux qui riaient et jouaient avec moi plus tôt sont devenus sérieux. Soudain, nous avons dû aller à l'hôpital ensemble. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je savais juste que quelque chose de terrible était arrivé. Nous sommes arrivés à l'hôpital et on nous a montré une chambre faiblement éclairée. À l'intérieur, mes grands-parents, qui étaient entrés avant moi, pleuraient. Au milieu de la pièce, mon père et ma mère étaient allongés dans le lit. Mon oncle qui est entré avec moi a commencé à pleurer aussi et je me suis approchée de mon père et de ma mère avec anxiété. « Papa! Maman! »« Réveillez-vous !» Peu importe combien de fois j'ai crié, hurlé ou secoué, ils ont refusé de se réveiller et sont restés endormis. J'ai finalement réalisé que mes parents étaient partis. Mes parents étaient partis pour toujours et j'ai pleuré jusqu'à perdre ma voix. Mon père m'avait dit que les hommes ne devraient pas pleurer. Enfant, je m'étais promis d'être forte et de pleurer le moins possible. Mais je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. Mon oncle avait de la compassion pour moi et m'a dit « Il veillera sur toi depuis le ciel ». Il m'a consolé, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas aller au ciel avec mes parents. Et je me souviens encore avoir dit ça. Avec le recul, je me sens mal à ce sujet, mais à l'époque, personne ne pouvait me consoler. Mes parents rentraient de la plage quand ils sont tombés sur un gros camion dans un virage serré. Le camion roulait trop vite et s'est renversé en les percutant. Avec mes parents soudainement partis, j'ai été envoyée vivre avec la famille de mon père et j'ai dû arrêter d'aller à la maternelle. J'ai dû dire un adieu soudain à mon amie Jenny aussi. Tout dans mon monde a changé en un instant et en tant que petit enfant, je ne pouvais pas l'accepter. Je voulais juste être avec mes parents au ciel.
Chaque nuit, je quittais la maison espérant trouver un moyen d'aller au ciel. Mon grand-père me ramenait toujours à la maison et me disait d'être forte. Après environ 1 mois, j'ai commencé à fréquenter une nouvelle maternelle, mais ma personnalité avait complètement changé. Je ne voulais parler à personne ni rire. Je ne pouvais pas me faire d'amis, et tout ce que je faisais, c'était me battre avec ceux qui me harcelaient. Je n'arrivais pas à me remettre de la mort de mes parents et de mon chagrin, et personne ne comprenait ce que je ressentais. J'ai commencé à m'en prendre à quiconque s'approchait trop près. Petit à petit, toutes les personnes qui avaient essayé de me consoler ou de me harceler sont parties. Personne ne faisait attention à moi et j'étais seule. Même dans la maison de mon grand-père, je gardais mon esprit fermé, ce que ma mère ne voulait pas que je fasse. C'était comme ça, jusqu'à ce que je sois en 2e année d'école primaire, quand mon grand-père est décédé. J'ai été laissée pour vivre avec ma grand-mère malade, qui avait du mal à me soutenir financièrement et physiquement. Comme les parents de ma mère étaient déjà décédés, j'ai été placée dans un orphelinat. Mon oncle et moi nous étions de plus en plus éloignés depuis la mort de mes parents, et je ne l'avais pas vu depuis. Il a pas fait m'accepter. Ma grand-mère pleurait et s'excusait, mais je pensais que ce serait la même chose ou que j'aille, alors j'ai fait ce qu'on m'a dit, et je suis allée à l'orphelinat avec elle. Pendant que nous écoutions un membre du personnel expliquer l'orphelinat, un autre membre du personnel a amené un couple que je ne connaissais pas. Pour une raison quelconque, nous étions les seuls dans la pièce quand ma grand-mère et moi étions là. Ma grand-mère et le personnel sont allés dans une autre pièce pour parler de quelque chose. Puis le couple a commencé à me parler de différentes choses. Ils m'ont demandé ce que j'aimais manger, quel jeu j'aimais jouer, le parc près de chez eux, etc. Comme d'habitude, j'étais inquiète au début. Eux, en revanche, n'étaient pas affectés par moi et me parlaient d'une voix joyeuse et calme. En entendant une voix aussi calme, j'ai soudainement pensé à mes parents. Quand j'ai relevé la tête de sa position affaissée, j'ai ressenti quelque chose de chaleureux. Les mots ne peuvent pas le décrire adéquatement, mais j'ai ressenti un sentiment de sécurité. Le couple était sans enfant depuis de nombreuses années et était venu à l'orphelinat pour des conseils sur devenir des parents d'accueil qui finiraient par adopter des enfants. Ils m'ont vu à ce moment-là et ont proposé de m'accueillir de toutes les manières possibles. L'explication soudaine du personnel de l'établissement sur l'accueil familial a également surpris et troublé ma grand-mère. Elle a été persuadée cependant par l'attitude calme du couple et ma réaction après avoir parlé avec eux. Finalement, elle m'a donné 2 options, rester à l'orphelinat ou partir avec le couple, et elle préférait que je parte avec le couple. Laisse ma grand-mère me l'aller seule en revanche me rend à l'aise. Je suis allée vivre avec mes nouveaux parents, et malgré le fait que c'était mon choix, j'ai trouvé difficile de m'ouvrir à eux. Qui fiesse de confiance à oublier comment il m'a ouvert mon esprit, oui. De plus, j'ai perdu ma mère et mon père quand j'étais très jeune et je n'avais aucune idée de comment demander de l'attention depuis lors. Et je ne savais pas comment m'associer avec mes parents. Je ne pouvais pas changer d'avis si facilement. Cependant, ma belle-mère était toujours gentille avec moi et me souriait chaleureusement. Mon beau-père, qui aimait ma belle-mère, était toujours gentil, mais me corrigeait parfois. Ils n'étaient pas mes parents décédés, mais ils leur ressemblaient en certains points. Mon cœur s'est naturellement ouvert à mon nouveau père et ma nouvelle mère. Puis j'ai développé une fièvre inexplicable un jour. Mes nouveaux parents m'ont emmené d'urgence à l'hôpital et j'ai été admis en urgence. Dans ma conscience brumeuse, je me souviens avoir pensé que peut-être j'allais au paradis. Mais à ce moment-là, contrairement à avant, je voulais vivre un peu plus longtemps. Quand je suis revenue à moi, j'ai trouvé ma belle-mère assise à côté de mon lit, endormie, tenant ma main. Quelle main chaleureuse ai-je pensé, et j'ai éclaté en sanglots et pleuré, sans pouvoir me contrôler. Ma belle-mère a marqué si j'avais repris conscience. Dis, je suis tellement content. J'avais peur que tu te réveilles pas. Je pleurais de joie. J'étais inquiète pendant 2 heures. Ma belle-mère a immédiatement appelé le bureau de mon beau-père et il est venu en courant, laissant son travail inachevé. J'avais l'impression d'être dans un mauvais rêve tout ce temps.
Quand je me suis réveillée de mon cauchemar, j'ai réalisé que c'était la véritable chaleur de mon père et de ma mère. C'était comme si au fond de moi, des sentiments de joie et de nostalgie depuis longtemps oubliés se réveillaient peu à peu. J'ai pu les appeler père et mère ouvertement et honnêtement après cela. Les mois ont passé et j'étais en 3e année de lycée. Il était temps pour moi de réfléchir à mon avenir. Mes amis autour de moi se demandaient encore quoi faire, mais j'avais déjà décidé d'une carrière. Je voulais devenir pompier. Mon objectif était de rejoindre une équipe de secours et de sauver autant de vies que possible. Cette pensée s'est rapidement transformée en ma passion pour la vie. Avec cette pensée comme carburant, j'ai travaillé dur au lycée et à l'université, étudiant et faisant de l'exercice pour réaliser mon rêve. J'ai réussi l'examen d'embauche des pompiers sans incident et mes parents étaient ravis. Ma belle-mère a dit « Tu devras aller le dire à ta grand-mère ». Avec cela, je suis allée voir ma grand-mère, que j'avais évité de voir depuis la 2e année de l'école primaire, pour des raisons inconnues. Je n'avais pas vu ma grand-mère depuis longtemps, et elle semblait beaucoup plus petite qu'avant. Mais après que j'ai été pris en charge, mon oncle s'est occupé d'elle. Sa maladie ne s'est pas aggravée et elle se portait bien. J'étais soudain, ma grand-mère a pleuré, surprise de me voir devenu grand, puis a pleuré à nouveau, ravie que je sois devenu pompier. Ma grand-mère m'a alors remis le journal intime de ma mère, qu'elle avait prévu de me donner quand j'étais plus grand. Quand je l'ai lu, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai appris à quel point elle m'adorait, c'est ce qu'elle pensait quand elle m'a donné naissance et quel genre d'enfant j'étais. Je pouvais ressentir les sentiments de ma mère décédée dans les pensées de mon père. J'ai lu le journal tous les jours depuis lors. Je me suis souvenu de Jenny, que j'avais effacé de ma mémoire à cause de la tristesse de perdre mes parents en le lisant encore et encore. J'ai commencé à me demander ce qu'elle faisait maintenant. Mais, même après être devenue autonome, je me rendais parfois chez mes beaux-parents pour dîner, et un jour j'ai mentionné Jenny à eux. Alors ma belle-mère m'a regardé étrangement et a demandé « Te souviens-tu du nom de famille de Jenny ?» Je lui ai dit le nom de famille de Jenny qui était écrit dans le journal. Elle s'est exclamée « Quoi? Pas possible. Is Heidelbergstone. » J'ai été surpris par la photo que ma belle-mère m'a montrée. Sur cette photo, Jenny était indéniablement là. C'était la même personne que sur une photo prise au téléphone chez ma grand-mère. J'ai appris que la mère de Jenny et ma mère actuelle étaient les meilleures amies du lycée qui se rendent encore visite de temps en temps. Quelle coïncidence? Ma belle-mère a appelé la mère de Jenny et a pris rendez-vous pour que nous nous rencontrions tous les 4. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était quand nous étions enfants. Bien que j'hésitais, j'étais aussi curieux de voir Jenny. Nous avons donc convenu de nous rencontrer. Jenny, que je n'avais pas vue depuis longtemps, avait toujours un air familier. J'ai été surpris de voir qu'elle était devenue une très jolie femme. La mère de Jenny m'a beaucoup parlé de ma mère décédée et de moi quand j'étais enfant. Jenny et moi avons passé un bon moment à nous remémorer le bon vieux temps et, comme aucun de nous n'avait de rendez-vous à l'époque, nous avons décidé de sortir ensemble. Nos mères nous ont toutes deux encouragés à arrêter de sortir ensemble. Alors nous avons naturellement décidé de sortir ensemble. 2 ans se sont déjà écoulés depuis lors. Cela passe si vite pas. Jenny et moi allons au cimetière de mes parents après le Nouvel An pour leur annoncer quelque chose. Nous allons leur dire que nous allons nous marier.